Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce forum et merci à FixSem de nous proposer de venir présenter notre métier, la gestion d'actifs et la création de fonds. Donc pour ma part, je me présente rapidement. Je suis Rémi Lalagu, directeur général de Rochambeau Global Economics, qui est un laboratoire de recherche qui travaille à la fois sur la gestion de fonds et sur la création de fonds. Au niveau du Luxembourg, sur la France, l'Angleterre et donc bien d'autres pays. Aujourd'hui, donc ça va peut-être changer un petit peu vos habitudes, on ne va pas forcément parler de gestion financière, puisque ça n'est pas mon rôle, mais plus, je dirais, d'accès au marché et de création de fonds d'investissement. Je dirais comme tout particulier, ou peut-être semi-professionnel, ce qui va vraiment, je dirais, à un moment donné, vous permettre de développer votre activité, de gagner des revenus conséquents, ça va être la création d'un véhicule d'investissement, d'un fonds, que vous allez pouvoir commercialiser et, je dirais, aller chercher des clients. Comment sont ces clients, aller les chercher sur quel marché. C'est important d'avoir, je dirais, un petit peu toutes ces données-là. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Avant de passer, je dirais, à la création d'un fonds, il y a vraiment deux questions que l'on doit se poser. La première question, c'est quand suis-je prêt pour créer un fonds d'investissement ? Qu'est-ce qu'il faut ? Comme toute entreprise, puisqu'un fonds d'investissement c'est une entreprise, il y a vraiment besoin de faire un business plan. Quel est mon marché ? Comment je me positionne sur le marché ? Pour vraiment déterminer quelle est la stratégie que je vais aborder et surtout mon positionnement par rapport au client final, puisque la résultante c'est quand même d'accéder à des fonds importants. Ça c'est la grande première question. La seconde question, c'est vraiment comment choisir le véhicule qui va me convenir au mieux. Et ça va être en fonction de la stratégie d'investissement que vous voulez aborder, la durée d'investissement. Et donc en fonction, quel est le véhicule qui va correspondre le mieux à ce que je veux faire. Il y a différents véhicules. La gestion de l'industrie financière est une industrie immense où effectivement on peut trouver énormément de véhicules d'investissement. On va essayer donc de faire un choix en fonction de certaines données qu'on va aborder dans une première partie. La stratégie, les classes d'actifs et donc dans un second temps, quels sont les fonds qui vraiment répondent au mieux à mes attentes et qui vont me permettre de développer mon activité. Voilà. Donc les étapes avant la création d'un fonds d'investissement. Il est important, je pense, de faire un tour d'horizon assez vaste sur le marché de la gestion d'actifs dans le monde. Hop, on va faire glisser un document qui est un document qui est très intéressant, qui est un document qui émane de l'EFAMA, donc qui classe, je dirais, tous les fonds internationaux et surtout, je dirais, les différents volumes qu'ils génèrent. J'aimerais juste rapidement faire un point sur cette page-là, juste pour que vous puissiez vous apercevoir du volume que représente le marché mondial de la gestion d'actifs. Aujourd'hui, le marché mondial de la gestion d'actifs représente à peu près 50 000 milliards d'actifs, ce qui est colossal. On a environ, ça ce sont les chiffres fin 2013, actualisés en 2014, on a environ 16,5 000 milliards d'encours au niveau européen et 23 000 milliards d'encours au niveau des États-Unis. Donc ce sont vraiment, je dirais, les deux plus grandes zones économiques mondiales. C'est important pour savoir, je dirais, vraiment quels sont aussi les instruments que je peux utiliser. Or là, on voit en Europe, on a largement de quoi aller chercher des actifs intéressants. Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant de voir, c'est la segmentation des clients. Donc comment sont répartis les clients par rapport à ces actifs. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà, juste ici. Important de savoir, 74% de ces actifs sont détenus par des institutionnels. Donc des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des autres institutionnels. Seulement 26% sont détenus par des retail, donc par des clients, je dirais, en direct. Là, vous avez aussi la segmentation du marché avec, effectivement, je dirais, toutes les sources, toutes les classes d'actifs qui sont travaillées. Voilà. Okay. J'espère qu'on arrive bien à voir ces deux schémas qui sont très 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 importants. Donc, effectivement, la première chose, c'est choisir une bonne stratégie et ensuite choisir bien ses clients. Dans les stratégies, j'ai choisi de vous présenter en premier lieu la gestion alternative. Le choix d'une stratégie d'investissement, c'est vraiment ce qui va vous permettre
je dirais, de développer votre activité. Donc il est important pas seulement d'être sur un segment ou sur un actif, mais aussi peut-être diversifier ses actifs pour proposer des fonds, je dirais, diversifiés. Dans le choix d'une stratégie d'investissement, on a donc, je dirais en gestion alternative, différentes gestions. Il y a le long short equity, il y a effectivement le global macro, pays émergents, arbitrage de taux, arbitrage d'obligations convertibles, events driven, managed futures. On va regarder, je dirais, un petit peu ensemble, développer un petit peu ces différentes stratégies. Donc le long short equity, tout le monde connaît, stratégie la plus répandue au sein des hedge funds. Elle consiste donc à prendre des positions acheteuses sur des titres considérés sous-évalués et des positions vendeuses sur des titres surévalués. Le gérant il cherche à arbitrer des anomalies de marché, il peut gagner des tendances baissières comme sur la tendance haussière. Cette stratégie elle permet de bénéficier d'un double effet de levier, ce qui est très intéressant. Et les stratégies de long short equity elles peuvent être directionnelles ou biaisées. Sur la stratégie global macro, c'est une stratégie, nous, en tout cas au niveau de Rochambeau Global Economics, que l'on met en pratique. Ça regroupe, je dirais, toutes les stratégies qui sont directionnelles, qui consistent à prendre donc des positions en suivant des tendances de marché et en se basant sur les anticipations macroéconomiques, telles que la croissance des PIB, les taux d'intérêt, les taux de change ou encore le prix des matières premières. Donc ça, c'est très important. Par exemple, si le gérant il anticipe une baisse du PIB aux États-Unis, une hausse de la production mondiale de pétrole, il va pouvoir spéculer sur la baisse de cet actif. Voilà, donc ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur les pays émergents, donc ce type de stratégie vraiment sont des fonds qui sont spécialisés dans les investissements sur les marchés émergents. Stratégie présente généralement un risque considérable, les indices et actions sous-jacents étant généralement très volatiles au vu de l'important risque du pays. Les outils de couverture sont traditionnellement peu développés dans les pays émergents. Sur la stratégie arbitrage de taux, on va être donc sur une stratégie qui consiste à arbitrer, gérer des déformations et des mouvements de la courbe des taux. L'analyse comparée des taux longs et des taux courts à travers des véhicules tels que les obligations d'État, les swaps ou les futurs. Sur l'arbitrage d'obligations convertibles, on est sur un mode de gestion qui est le plus souvent à prendre une position longue sur une obligation convertible et short sur l'action sous-jacente. On a une stratégie aussi event-driven ou événementielle. Là, je dirais le terme event driven, il regroupe différentes stratégies qui consistent à prendre des positions sur des titres afin de tirer parti d'anomalies de prix lors de situations spéciales telles que les fusions-acquisitions, la restructuration de dettes de sociétés en faillite. Voilà. Le gérant d'un fonds à la stratégie event driven va par exemple spéculer sur l'écart entre le prix annoncé par l'acquéreur lors d'une OPA et le prix réel auquel se déroule ensuite l'opération du marché. Et les managed futures, donc les contrats à terme, ce type de stratégie est en règle générale entièrement informatisé et repose sur des algorithmes destinés à prendre des positions spéculatives longues ou short sur des contrats futurs ou sur tout type de support. Monsieur Lesbourg, qui était là juste avant, vous a parlé de la gestion algorithmique. Une fois qu'on a bien choisi, je dirais, cette stratégie de gestion, qu'on a vu un petit peu le marché, donc un marché qui est quand même colossal, on commence à connaître un petit peu l'histoire que l'on veut raconter et je dirais que ça va nous aider vraiment à décider de quel va être le meilleur véhicule d'investissement à mettre en place, à créer. On est en France, donc on va parler très rapidement du marché français, il me semble important, avec un document qui est très intéressant. C'est un document sur tout simplement un communiqué de presse sur le marché français de la gestion à fin 2014. Ce dont on peut s'apercevoir, c'est la chose suivante. Hop, je vais vous le mettre en grand écran ici. Le marché français, il n'y a pas besoin de partir à l'étranger, on a un marché qui est absolument extrêmement profond. Aujourd'hui, il y a plus de 3227 milliards d'actifs répartis entre des OPC, donc des gestionnaires, je dirais, de fonds d'investissement, et de la gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire discrétionnelle. Il y a effectivement des OPC de droit étranger, et c'est cela dont on va surtout parler. Et après, donc, il y a des OPC de droit français qui, on va le voir, alors ça dépend des cas dans lesquels vous êtes, sont beaucoup plus difficiles à créer. Alors juste pour quelques chiffres, pour qu'on puisse le voir ici, en France, les encours globaux sous gestion ont progressé légèrement en 2014, franchissant le cap des 3200 milliards d'euros. L'encours des fonds de droit français a cru à un rythme de 2,7%. Ensemble, les mandats et les fonds étrangers ont augmenté de 4,2%, donc on voit quand même que même les fonds étrangers en France se vendent bien. C'est important parce qu'il y a 10 ou 15 ans, et on va le voir après avec les fonds luxembourgeois, voilà, les Français n'achetaient que des fonds français. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Deuxième chose que j'aimerais vraiment vous montrer par rapport à ça, parce que c'est très important quand vous allez développer votre fonds, au-delà du fait de créer le bon véhicule, d'avoir la bonne stratégie, il va falloir le rendre accessible. Et vous aurez beau avoir la meilleure gestion du monde,
On ne connaît pas le meilleur trader du monde, il n'y en a pas, on peut tous se tromper, c'est un métier très difficile. À partir du moment où vous avez l'accès au marché, c'est là que vous allez vraiment pouvoir véhiculer votre offre, et je dirais de manière assez simple, en simplement développant quelques réseaux par l'accès aux produits, et notamment, je dirais, les cadres fiscaux. Les cadres fiscaux en France, c'est vraiment ce qui est préféré. On a l'assurance vie, on a évidemment aussi les PEA, on a les liquidités. Aujourd'hui, pour prendre un petit chiffre rapide, hop, qu'on va trouver par là, normalement. Voilà. Les flux financiers des ménages. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand même, à la fois sur les assurances vie, valeur mobilière, donc valeur mobilière, c'est ce qu'on va appeler PEA, et dépôt et livret, on a quand même une base de 53 milliards sur laquelle on peut travailler. C'est une masse qui est colossale, et le gros avantage de cette masse-là, c'est qu'elle est relativement stable, c'est qu'elle investit pour des durées d'investissement relativement longues, ce qui vous permettra d'élaborer une stratégie et de ne pas être dans une pression, je dirais, de résultats au quotidien, mais d'avoir plutôt une stratégie avec des résultats peut-être sur 1, 2, 3, 4, 8 ans, puisque les cadres fiscaux sont toujours sur du long terme. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est viser des cadres fiscaux, l'assurance vie notamment, les valeurs mobilières par le PEA. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, quand ils achèteront vos produits, au-delà des gains que vous allez générer, ils auront des avantages, ils ne paieront pas d'impôts sur les gains que vous allez générer. Donc ça, c'est quand même aussi une chose très très importante. Maintenant qu'on a une vision qui, je dirais, un petit peu plus globale, à la fois sur les stratégies d'investissement que vous pouvez aborder, sur le marché global, sur, je dirais, le marché européen et maintenant sur le marché français, voilà, ça vous ouvre une horizon, vous voyez qu'il y a énormément d'actifs à collecter, cela va simplement dépendre de la stratégie que vous allez mettre en place et du véhicule que vous allez utiliser. Et c'était important d'aborder cet élément-là, pourquoi? Tout simplement parce que si, à un moment donné, vous ne faites pas ce travail, ce business plan, vous n'arriverez pas à rendre accessible votre offre et vous n'arriverez pas à collecter les capitaux suffisants pour pouvoir vivre de votre métier et, on va le voir dans la seconde étape, je dirais payer les différents frais qui sont liés à un fonds d'investissement, les frais courants et les frais d'initiation. Maintenant qu'on a une vue sur le marché global, quels sont concrètement les clients que vous ciblez? On l'a vu tout à l'heure, énormément d'institutionnels, 74% de la collecte et 26% de collecte pour, je dirais, les retail. Si vous visez des retail, on parlera après de l'aspect régulation, mais il est vraiment très important d'avoir des notions, je dirais, de démarchage financier. Donc vous pouvez passer après par des CGP, vous pouvez après passer par des banques d'affaires ou des assureurs. De toute manière, vous serez toujours, je dirais, confronté à une problématique, c'est la catégorisation des clients. Donc il est très important d'avoir cette notion de client professionnel et non professionnel. On va voir l'importance après dans le choix du véhicule parce qu'il y aura des véhicules d'investissement qui ne vous permettront pas de faire de l'offre publique à l'épargne. Et donc vous ne pourrez pas forcément avec certains véhicules, je dirais, lancer de grandes commercialisations ou parler de votre fonds en distribuant des plaquettes, etc. Donc c'est très important d'avoir cette notion de clients professionnels et non professionnels. Là on va lire très rapidement, mais voilà, l'étendue des obligations consiste à qualifier la clientèle de clients non professionnels, professionnels et de contreparties éligibles. Les clients non professionnels, c'est tout ce qui ne peut pas être catégorisé dans les autres deux catégories. Par nature, il est catégorisé comme prestataire de services d'investissement. Le client non professionnel sur option, le client notifié au PSI, son souhait d'être traité comme un professionnel par lettre avec accusé de réception. En gros, si demain vous devez avoir un véhicule où vous ne pouvez pas faire de l'offre publique à l'épargne, vous êtes dans l'obligation de chercher des clients, ou que les CGP cherchent des CGP ou d'autres prestataires de services cherchent des clients pour vous, mais il va falloir que les clients fassent la demande d'accéder à votre fonds ou, on va le voir par rapport au certificat après, étant donné que ce sont des produits cotés, passer un mandat de gestion auprès d'une société de gestion pour que le client puisse accéder au code ISIN ou au code WKN de votre fonds. Donc voilà, ça c'est important, cette segmentation de clients professionnels et non professionnels, parce que ça peut être un frein à votre ça peut être un vrai frein à votre commercialisation. Et voilà, je dirais tous les documents que je vous présente, je peux vous les rendre accessibles évidemment, ça peut vous aider vraiment à faire votre business plan et à, je dirais, évaluer la manière avec laquelle vous allez pouvoir lancer votre fonds. Cette première partie donc est terminée.
vraiment, il fallait l'axer sur voilà, bien connaître son offre de gestion pour choisir le bon véhicule d'investissement. C'est vraiment déterminant. Savoir sur quel marché je vais me positionner pour développer mon offre et quels sont les tempéraments d'investisseurs et comment répondre à leurs demandes. Mon fonds d'investissement doit-il être accessible au plus grand nombre ou simplement à quelques privilégiés? En fonction de votre stratégie, ce sont vraiment ces éléments-là qu'il va falloir, je dirais, déterminer et choisir. On peut avoir une excellente offre, on peut vouloir simplement la commercialiser comme, je dirais, un hedge fund qui est peu accessible. Aux États-Unis, rappelons que le principe de hedge fund, on a un nombre limité de clients, ce qui fait qu'on est sur des tickets qui sont extrêmement importants. Voilà, on peut le faire aussi en Europe. Maintenant, vous avez d'autres fonds qui permettent aussi d'accéder à partir de 10 000 euros, à partir de 15 000 euros, à une stratégie. Donc cette question est vraiment primordiale. Et comment rendre mon offre disponible à la commercialisation? C'est encore une fois, mais j'insiste dessus. J'ai été responsable de l'accès au marché pour une management company, une société de gestion au Luxembourg pendant 2 ans. C'est la question primordiale. Voilà. Ne pas se contenter simplement d'une cible d'investisseurs, mais essayer d'aller chercher une cible assez large d'investisseurs avec un produit que l'on va pouvoir vraiment commercialiser à tout le monde. Voilà, ça c'est plutôt mon point de vue. Maintenant qu'on a un petit peu cette vision-là, bon, vous avez votre stratégie, vous savez sur quelle zone vous voulez, je dirais, la commercialiser, savoir si vous voulez peu d'investisseurs, beaucoup d'investisseurs, faire de l'offre publique à l'épargne, ou être dans un développement simplement de petits réseaux avec de gros tickets. La question qui va se poser va être la question de ok, je crée un fonds, mais où? Dans quel pays et comment? On va parler un petit peu après de l'aspect régulation, parce que ça c'est un aspect qui est extrêmement important. Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont dans des sociétés de gestion de portefeuille, auquel cas l'expérience qu'ils ont, je dirais, sera suffisante pour créer une société de gestion, s'ils le souhaitent, ou créer un fonds. D'autres peut-être sont des traders, je dirais, qui officient, je dirais, pour leur compte propre, sans forcément beaucoup de licences, et on sait qu'il y en a beaucoup. Et donc je dirais le choix de la création d'un fonds par rapport à cette problématique est déterminant. Pourquoi? Tout simplement parce que dans certains pays, une société ne peut pas créer un fonds pour un tiers. Une société de gestion va créer un fonds pour elle. Elle ne va pas créer un fonds pour un tiers, pour un trader indépendant. Dans d'autres pays, c'est possible. Dans d'autres pays, les mécanismes d'umbrella, c'est-à-dire, je dirais, de sociétés de gestion qui vont vous chapeauter sous forme de consultants, vous permettent d'accéder à la gestion pour développer votre offre. D'autres pays ne le proposent pas. Si on prend donc, je dirais, moi j'ai sélectionné aujourd'hui 4 pays, la Suisse, l'Angleterre, le Luxembourg et la France. Sur ces 4 pays, on a 4 législations qui sont totalement différentes, à la fois la FINMA en Suisse, qui est plutôt je dirais une autorité assez rigide. On a tout le contraire, je dirais, en Angleterre, où là, je dirais, la FCA, on peut trouver des licences à la location en Angleterre pour de la gestion de portefeuille, ça existe, dans la mesure où on a les moyens de les payer. On a la CSSF donc au Luxembourg qui est, et on va le voir, hein, preuve à l'appui avec les chiffres, une des autorités de marché les plus compétentes, les plus innovantes et les plus ouvertes, je dirais, à l'innovation. Et on a l'AMF voilà, qui pour moi est une autorité de marché où effectivement assez rigide aussi, et où peut-être que la part d'innovation, notamment quand on traite les devises ou d'autres produits qui peuvent être hautement spéculatifs, va être assez restreinte pour la création d'un fonds. Donc j'aimerais simplement vous montrer un graphique très rapidement qui va vous éclairer, pardonnez-moi, sur cette question. Hop là, on revient à notre petite étude. Les FAMA, vraiment un document très très intéressant pour votre business plan, n'hésitez pas à aller le consulter sur leur site, ils sont vraiment excellents. Hop là, on va devoir descendre un petit peu. Voilà, hop. Donc vous avez tous les chiffres. Ce que j'aimerais que l'on regarde ensemble, c'est voilà, dans quel pays vous pouvez créer votre fonds. Voilà. Voilà, très simplement, je pense qu'ici on a déjà une partie de la réponse. On voit qu'effectivement, au Luxembourg, c'est le pays en Europe où sont, je dirais, créés le plus de fonds d'investissement. Voilà. Il y a des raisons qui sont des raisons simples. Devant la France, évidemment. Pourquoi? Parce que la France consomme énormément de fonds d'investissement. On l'a vu tout à l'heure, et largement encore devant la Suisse
qui est donc derrière encore l'Angleterre. Donc on voit quand même une énorme différence ici entre le nombre de fonds créés, c'est quand même assez colossal. Voilà. Le Luxembourg est vraiment l'industrie européenne pour la création de fonds. Bah, les raisons sont très simples. Je dirais que on va le voir ensemble, mais le choix du Luxembourg est un choix évident quand on veut créer un fonds. Pourquoi? Hop, on va descendre ici. C'est l'une des meilleures ingénieries financières mondiales. Quand vous arrivez à Luxembourg, pour y avoir travaillé, j'ai pas travaillé longtemps, mais même 2 ans, on s'aperçoit qu'en définitive, tous les montages et toutes les techniques financières sont maîtrisées au Luxembourg. À la fois la titrisation, toutes les opérations de création de fonds, de management company, c'est-à-dire de sociétés qui vont créer des fonds pour d'autres sociétés. C'est une industrie qui fonctionne extrêmement bien et au-delà de ça, elle fonctionne bien parce qu'il y a une autorité de marché qui est derrière et qui permet, je dirais, cette liberté, cette innovation. La réputation est excellente. C'est une, voilà, il y a plus de 2600 fonds, donc c'est colossal et je dirais qu'ils peuvent être vendus aujourd'hui partout, on va le voir dans un second temps, mais tous les fonds qui sont aujourd'hui libellés LU, donc Luxembourg, Code Easy, peuvent se vendre extrêmement bien partout en Europe grâce au passeport européen notamment, on va en parler après. C'est un système qui est tourné vers la création de nouvelles solutions financières. C'est assez intéressant parce que le principe même de l'Union européenne, c'est aussi d'avoir un cadre assez rigide au niveau des directives et de permettre une très grande transparence. L'avantage au Luxembourg, c'est que les techniques financières sont toutes mêlées et qu'on arrive toujours à trouver des solutions qui vont permettre, je dirais, de faire passer, par exemple, de la gestion de devises dans un cadre UCITS avec effet de levier, là où je ne peux normalement pas gérer plus de 100% des actifs de mon client sur une même classe d'actifs. Donc il y a vraiment toutes ces solutions qui permettent, je dirais, de répondre à toutes vos exigences en termes de gestion d'actifs, de classe d'actifs et de stratégie. Donc ça c'est très important. C'est une autorité de marché rapide et à la pointe de l'innovation. Pour vous donner une idée assez simple, on l'en verra après sur le certificat d'investissement, sur une SICAV ou sur une SICAV Umbrella, un compartiment. On est sur des délais normaux qui sont de l'ordre de 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. Là où dans d'autres pays, avant de créer un fonds, le temps que vous ayez les validations d'une autorité de marché, ça peut vous prendre 6 mois, voire beaucoup plus. Donc ça c'est un aspect très important aussi. La pointe de l'innovation, pourquoi? Comme je le disais, on retrouve tous les cœurs de métier. À la fois la titrisation, la gestion, je dirais, la gestion qui est la gestion pour les pays arabes par exemple, la gestion charia, on a toutes les plus grandes SICAV, tous les plus gros OPCVM qui sont au Luxembourg. Et il y a aussi une raison qui est une raison d'accessibilité. Pourquoi? Parce qu'on va le voir après, mais dans les étapes de création d'un fonds, vous allez quand même avoir, je dirais, besoin de vous rendre régulièrement auprès de la Manco, donc au Luxembourg, pour, je dirais, remplir différents papiers, donner la stratégie, évoquer les différentes réglementations. Et l'accessibilité du Luxembourg, c'est très simple, c'est 2h15 de Paris en TGV. Donc c'est pour moi l'endroit vraiment privilégié aujourd'hui quand on veut créer un fonds avec pas forcément beaucoup de moyens, avec une très grande latitude et avec donc grande flexibilité et surtout beaucoup de réactivité. Voilà. Hop, on va le voir ici. Ok. Quand vous allez donc, vous avez votre stratégie, vous allez vouloir développer votre fonds et le créer, vous allez avoir le choix entre différents fonds. Il y a un aspect réglementaire qui est quand même un aspect qui est très important et qu'il faut bien connaître. C'est qu'aujourd'hui, toutes les sociétés de gestion doivent avoir, et ça va vraiment dépendre aussi de la manière avec laquelle vous voulez développer votre produit et le commercialiser, doivent avoir différents agréments. On ne va pas rentrer dans des techniques qui seraient un petit peu lourdes. Ici, ça n'est pas le but. Ça ne fera pas avancer notamment votre réflexion, mais il y a différentes, je n'ai regroupé deux, différentes réglementations, différentes directives qui vont vous permettre donc de faire votre choix. Notamment la directive UCITS. Donc la directive UCITS et la directive AIFMD qui sont, je dirais, deux des directives qui sont les plus utilisées aujourd'hui. Donc voilà, pour un petit rappel, je vous ai mis ici, hop là, ce qu'est la directive UCITS, donc Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. Donc on vise de manière générale à améliorer l'efficacité du marché unique en facilitant la libre circulation au sein de l'UE des OPCVM qui se conforment à un ensemble de règles communes, dites de coordination, et portant notamment sur l'ouverture du capital, les instruments financiers éligibles et la division des risques. C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Une société de gestion une management company qui va vous créer
donc un support, une SICAV, un certificat d'investissement. Si il est UCITS compatible, c'est très simple, il va vous permettre en moins d'1 mois d'être passeporté partout en Europe. Les fonds que nous gérons, enfin, les fonds comités gérés sur lesquels nous travaillons sont des fonds UCITS luxembourgeois qui peuvent être commercialisés en France. C'est très simple, on a un visa sur un prospectus. Ce prospectus est visé donc par la CSSF et il y a une démarche, je dirais, c'est même pas une démarche manuelle, c'est une démarche automatique dans laquelle l'humain n'intervient pas et pour laquelle en un mois, s'il n'y a pas de réponse de l'autorité de marché dans laquelle vous voulez passeporter votre produit, vous avez donc l'autorisation explicite de le commercialiser dans ce pays-là. Et ça pour tous les pays européens. Voilà, donc c'est une forme de, je dirais, de facilité colossale. Si vous voulez vendre votre fonds, que vous avez des réseaux en Italie, que vous avez des réseaux en Espagne, que vous avez des réseaux en France, que vous avez peut-être un institutionnel en Allemagne ou des assureurs au Luxembourg, vous pouvez passeporter votre fonds dans la mesure où il est UCITS compatible partout en Europe. On ne va pas aborder les termes contraignants du UCITS parce qu'évidemment, quand on a un avantage, on a quand même beaucoup d'inconvénients, mais ce que je ressors de positif, c'est que si vous voulez, on a une obligation de transparence vis-à-vis de l'investisseur à travers différents documents, un prospectus, un KID, donc c'est-à-dire un document d'information clé, on l'appelle ça le DCI en France, mais un document d'information clé pour l'investisseur, qui vont permettre à l'investisseur, quand il va voir votre fonds, d'avoir directement tous les risques et la manière avec laquelle il va être géré de manière très large. Voilà. Donc ça c'est quand même extrêmement important. Cette notion-là, il faut vraiment la prendre en considération. Pour moi, ça c'est mon avis personnel, un fonds UCITS permet par exemple d'être accessible dans des contrats d'assurance vie. Et un fonds UCITS permet aussi par exemple de faire des effets de levier sur les devises, tout en ayant une stratégie derrière de hedging par exemple. Donc on arrive vraiment même à faire passer des stratégies de hedge fund dans ce cadre-là, et donc c'est très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut le rendre accessible à tous. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. L'aspect IFMD a été pris, je dirais, lui, de manière plus récente. Bon, UCITS, on en est maintenant à la 5e directive, puisqu'elle est améliorée en permanence. Elle est à la fois pour les sociétés de gestion et les banques dépositaires, mais on va le voir après. IFMD, donc aujourd'hui, c'est ce qui prend le plus de temps à nos amis des autorités de marché financier. Pourquoi? Parce que le Parlement et l'Union européenne prennent des décisions qui doivent être après, je dirais, réalisées par les autorités de marché nationales et donc mises en application. Directive AIFM, donc entrée en vigueur 21 juillet 2011, elle vise surtout à harmoniser les règles qui s'appliquent en Europe aux acteurs de l'industrie des fonds alternatifs. Et ça c'est important, on faisait la segmentation tout à l'heure de la gestion traditionnelle, gestion alternative. Tout support qui va être commercialisé, qui met en place une stratégie de gestion alternative, doit avoir une licence AIFMD. Je vous dis ça, il y a toujours, là encore, les bienfaits du Luxembourg, il y a toujours des systèmes où on peut, évidemment, dans le respect évidemment de la loi, contourner un petit peu ce problème d'AIFMD. Maintenant, bon, voilà, ça ne durera pas très longtemps et les modifications vont très rapidement. Donc, voilà, c'est une directive qui doit être respectée maintenant par toutes les sociétés de gestion et donc, surtout quand elles font de la gestion alternative. Donc ça, c'est important. En quelques mots, voilà, c'est dans le processus d'agrément, la rémunération, le reporting, passeport, pays tiers. C'est à nouveau sur les banques dépositaires, comme aussi tout à l'heure, en fonction de la conservation des positions, la définition de la responsabilité du dépositaire vis-à-vis des actifs détenus en conservation. Je peux vous laisser aussi des documents par rapport à ça, mais c'est très important. Si vous devez créer votre fonds au Luxembourg notamment, mais ça c'est valable dans tous les pays de l'Union européenne, faites bien attention que la société qui va vous créer le fonds, la management company, a bien les licences nécessaires, ou la société de titrisation a bien les licences nécessaires pour que vous puissiez appliquer une stratégie de gestion alternative. Voilà, je dirais, je n'ai pris 2 directives, mais vous avez un petit peu voilà, les deux directives qui sont vraiment nécessaires à respecter pour, je dirais, rendre votre fonds, ça c'est le maître mot, accessible, et votre stratégie.
Allez, on va passer maintenant aux différents véhicules d'investissement. Donc là, vous avez vu, je dirais, un business plan très très rapide, hein, le marché, votre stratégie, comment la développer, quelles sont les questions à vous poser. Une fois que vous avez vraiment ça, vous avez votre histoire à raconter pour aller chercher des investisseurs et vous savez maintenant ce que vous voulez en termes de développement, de réseau de commercialisation et de votre stratégie. En fonction vraiment de ces éléments, c'est pour ça que j'ai voulu les traiter dans un premier point, le choix de votre support va être déterminant. Voilà, c'est en fonction de votre stratégie et votre distribution que vous allez devoir choisir votre véhicule d'investissement et non pas le contraire. Donc, j'en ai choisi trois. Voilà, il y en a bien d'autres. Hein, voilà, on n'aura pas le temps de tous les regarder aujourd'hui, mais j'en ai choisi trois, notamment faciles à l'accès au Luxembourg, qui sont donc la société d'investissement à capital variable, la SICAV, le compartiment de la SICAV, donc une SICAV Umbrella, on va voir ses avantages et ses inconvénients, et le certificat d'investissement qui lui est un produit de titrisation, donc qui ne répond pas, je dirais, aux mêmes réglementations et qui ne se vend pas de la même manière. Voilà, donc en fonction, avec les éléments que vous avez et les éléments qu'on pourra vous laisser peut-être via DeliFX, vous allez pouvoir choisir entre ces trois supports qui permettent vraiment une commercialisation de manière très générale partout en Europe, donc vraiment avec déjà ces trois supports et véhicules d'investissement, vous pouvez commencer à bien distribuer votre stratégie. Pour prendre la première, la création d'un fonds, les différents véhicules d'investissement, on va parler de la SICAV. La SICAV, il faut bien avoir en tête que c'est une personne morale à part entière. Personne morale à part entière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une société que vous créez. Une société, par principe, pour fonctionner, donc il faut avoir des notions comptables un petit peu évidemment, il faut avoir des notions de direction d'entreprise, de création d'entreprise. Ben voilà, c'est très simple, on a des directeurs dans une SICAV, il y a un comité de direction qui peut être composé d'une personne ou de plusieurs. On a des auditeurs, on a donc des experts comptables, un cabinet d'audit qui va en permanence auditer les fonds, c'est eux qui vont aussi fournir la valeur liquidative du fonds. On a des banques dépositaires, donc les banques dépositaires c'est très simple, c'est qu'une société de gestion de portefeuille aujourd'hui, qu'elle soit au Luxembourg ou ailleurs, en tout cas, voilà, elle ne détient pas les fonds en direct de ses clients. Les fonds sont détenus par une banque dépositaire qui les rend accessibles à la société de gestion pour qu'elle puisse faire ses arbitrages et sa gestion. Vous avez, là je vous ai mis quelques intervenants dans une SICAV, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Effectivement, après le donneur de flux, le donneur de flux c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui vous avez votre fonds, vous êtes audité, vous avez des directeurs, vous avez votre banque dépositaire, l'argent arrive. Ok. Mais pour qu'il arrive, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne, l'accès à votre produit, qui donne les flux en fait. Hein. C'est un câble que l'on doit brancher entre la personne qui va collecter l'argent et la banque dépositaire pour lui transmettre la valeur réelle de la part qu'il achète. Donc vous avez tout un tas d'intervenants, il y en a plus d'une dizaine au total, et ces intervenants-là vont, je dirais, ils sont tous dans le respect des règles qu'on a vues avant, donc soit IFMD, soit UCIT, et donc ils vont vous permettre vraiment d'avoir un véhicule extrêmement transparent. Voilà. Et ça c'est quand même très important. La SICAV est un véhicule extrêmement transparent, très accessible et que l'on peut passeporter partout. Le seul problème d'une SICAV, c'est classique, je dirais, c'est que son prix de création est un peu important. On a aujourd'hui une SICAV pour environ 50 000 euros. En tout cas, nous, on peut créer une SICAV aujourd'hui pour environ 50 000 euros. Ça, ce sont les coûts, ce qu'on appelle les coûts one-off, ce sont des coûts d'initiation. Le coût d'initiation, c'est-à-dire que vous allez déterminer avec la management company votre stratégie, vous allez l'écrire, donc on va en déterminer le prospectus, et pour tout ce travail, donc en amont à la présentation du prospectus, donc je dirais à l'autorité de marché compétente, en l'occurrence la CSSF, et bien vous allez avoir des frais. Pourquoi? Parce qu'il y a des avocats, il y a des notaires, il y a effectivement beaucoup de gens qui vont travailler. Ces frais-là, attention, on va le voir après, mais on peut se les faire rembourser. Donc voilà, c'est un frais one-off qui était payable en une seule fois, mais que l'on peut se faire payer, tout comme quand on crée une société, un apport en compte courant ou un apport en capital, vous pouvez vous le faire rembourser après par la société. Ça, c'est le coût de mise en place. Après, vous allez avoir des coûts qui vont être des coûts d'administration et de gestion, où là, on prendra un document Excel tout à l'heure, on regardera en fonction des actifs que vous gérez, quels sont les coûts. Puis, il y a des coûts qui sont fixes et des coûts qui sont variables. Voilà. SICAV, pour être très honnête avec vous, si vous avez des actifs déjà très importants, oui c'est intéressant. Si vous voulez démarrer une activité parce que vous avez déjà de bons résultats sur le portefeuille de quelques clients que vous avez et que vous savez que vous pouvez vendre un peu votre solution et votre stratégie, vous avez bien identifié vos cibles, je vous recommanderais moi plutôt, je dirais, la création d'un compartiment de SICAV. Un compartiment de SICAV, alors on l'a pas en France, et c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, on l'a pas en France.
on l'a mis d'une manière totalement différente avec différentes parts. Mais au Luxembourg, c'est extrêmement ségrégué. Donc vous pouvez avoir par exemple la SICAV WMP1, pour la prendre un exemple, voilà, avec donc, c'est la SICAV Umbrella, c'est-à-dire que c'est elle qui va abriter, cette SICAV-là va abriter des compartiments de SICAV que l'on va donc appeler subfound. Et ces compartiments de SICAV sont totalement ségrégés. Je peux traiter de l'oblig, des actions dans WMP1 Europe et je peux traiter des devises avec des comptes à terme, enfin, peu importe la stratégie que j'ai, peu importe la stratégie que j'ai, je peux avoir deux fonds diamétralement opposés en termes de gestion dans, je dirais, dans la même SICAV. Donc ça c'est très important. J'insiste sur l'aspect ségrégé puisque en l'occurrence on peut avoir WMP1 et FXSM, moi je ne vais pas prendre cela, mais WMP1 Europe qui fasse des pertes énormes, ça n'a absolument rien à voir avec WMP1 Currency qui a son propre auditeur, sa propre banque dépositaire, qui a donc sa propre valeur liquidative et qui donc n'est pas du tout corrélée à l'évolution de WMP1 Europe. Donc voilà, il y a vraiment, c'est extrêmement ségrégué, donc ça permet, je dirais, d'avoir accès à un produit qui peut être vendu dans des contrats d'assurance vie, qui peut être mis dans un PEA, qui peut être transporté de manière très simple partout en Europe, à un coût extrêmement moins onéreux, puisque la création d'un subfond aujourd'hui, donc d'un sous-fond, d'un compartiment de SICAV, vous coûte à peu près 15 000 euros. 15 000 euros, c'est un coût, je dis environ, pourquoi? Tout simplement parce que ça peut osciller entre 10 et 20 000 selon les difficultés rencontrées pour la mise en place du prospectus. L'administration et la gestion, là, vous coûte évidemment, je dirais, voilà, c'est les coûts qu'on va voir tout à l'heure sur le document Excel, mais il y a des coûts inhérents, c'est une société, elle a donc des coûts de fonctionnement. Voilà, donc cette solution, c'est celle que je privilégie quand on va avoir un accès grand public, faire une offre publique à l'épargne, être dans le cadre UCIT, donc UCIT compatible, être acheté par des fonds de fonds, être acheté par des sociétés de gestion, avoir des investisseurs institutionnels, c'est vraiment, je dirais, le support par excellence qui se vend le plus facilement et le mieux. Et pour un coût qui est relativement faible. N'oublions pas quand même donc le troisième véhicule d'investissement que je voulais vous proposer. C'est le compartiment de la société de titrisation. Une société de titrisation, c'est une société qui va donc titriser, financiariser, pour être vulgaire, n'importe quels actifs. Donc, des actifs meubles, immeubles, voilà, donc peu importe. Elle a le droit de titriser, c'est-à-dire de financiariser n'importe quel actif. Elle peut émettre ce que l'on appelle des certificats d'investissement. Voilà, donc vous pouvez aller sur n'importe quelle société de gestion de portefeuille aujourd'hui, plateforme PSI pour prestataire de services d'investissement, vous tapez, vous allez voir donc des certificats d'investissement, Société Générale en ont. Il faut savoir que les sociétés de titrisation au Luxembourg sont très répandues, Société Générale, toutes les banques ont leur propre société de titrisation puisque ça leur permet de titriser leur dette et de la vendre dans d'autres produits financiers, donc de pouvoir tout simplement faire des gains sur de la dette à la base. Donc voilà, certificat d'investissement. Ça peut prendre aussi donc la forme d'une obligation, donc vous pouvez avoir une obligation, c'est-à-dire une dette, donc, par exemple un compartiment qui pèse aujourd'hui 50 millions d'euros parce que il fait un crédit par exemple à une société qui elle va prendre des positions sur la FX ou sur l'immobilier, etc. Donc on aura vraiment la forme obligataire et qui peut prendre aussi la forme d'une action. Très intéressant l'action, pourquoi? Parce que l'action, si on en revient à la proposition de tout à l'heure, l'action permet d'être éligible à un plan d'épargne en action par exemple. Et donc, sur les gains que vous générez par rapport à vos stratégies, que vos clients ne soient pas fiscalisés. C'est un aspect très important pour collecter des fonds. Le certificat d'investissement, donc voilà pour l'avoir tracé, il est donc automatiquement, il n'intervient pas dans les mêmes réglementations, sauf si effectivement la société de titrisation a un cadre légal AIFMD par exemple, dispose de la licence. Si elle n'en dispose pas, on ne peut pas faire d'appel public à l'épargne. Donc on est obligé de le vendre ce qu'on appelle en placement privé. Un placement privé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'obligation d'informer une autorité de marché, dans la mesure où c'est un produit qui est coté. D'accord, on a un code WCAN, il peut être coté sur une bourse, la bourse de Luxembourg, Düsseldorf, Allemagne, peu importe, la bourse que vous voulez, et donc il peut être accessible. On n'a pas forcément besoin de demander une autorisation, mais par contre on ne peut pas le vendre en faisant appel public à l'épargne. Donc ça c'est quand même très très important, tout simplement pour des raisons réglementaires, encore une fois, et croyez-moi, les autorités de marché sont très vigilantes par rapport à cet aspect de la réglementation, la protection du client final. Le coût de création oscille entre 10 et 30 000, donc un petit peu plus cher ou un petit peu moins, ça dépend de ce que l'on veut faire dedans, la stratégie qu'on aborde, par rapport à un subfund, par rapport à un compartiment de SICAV. Voilà. Je le recommande quand on veut faire des placements immobiliers notamment. Donc si on va avoir une stratégie
alternatives avec des investissements immobiliers, de la gestion de devises, de la gestion obligataire. Voilà, c'est beaucoup plus simple de faire à travers une société de titrisation. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser des véhicules spéciaux d'investissement qui vont intervenir sur toutes ces classes d'actifs. Rappelons que l'investissement immobilier dans le cadre d'une SICAV UCITS n'est pas compatible, en direct en tout cas. Voilà. Voilà un petit peu pour les 3 véhicules d'investissement que je voulais vous présenter. Bon, il est bien évident qu'il y a beaucoup d'autres choses à approfondir et qu'on reste là, je dirais, très superficiel. Hein, voilà. C'est simplement pour avoir un avant-goût et pour vous permettre à la fois de faire votre business plan, d'avoir une idée des coûts et d'avoir surtout une idée de l'accessibilité à votre produit. C'est ça qui est vraiment pour moi les 3 choses les plus importantes quand on veut créer un fonds. Les frais initiaux, donc, comme je vous le disais sur la SICAV, sont remboursés et amortis par le fonds. Le compartiment de SICAV, donc le subfund, les frais initiaux sont remboursés et amortis par le fonds sur une base 4 ans, donc un amortissement. Le certificat d'investissement, les frais initiaux sont remboursés et amortis par le certificat sur une période de 3 à 5 ans. Voilà. Alors là, encore une fois, ça dépend du lieu dans lequel vous voulez créer un fonds. Là, je vous parle pour le Luxembourg. Quels sont les coûts annuels? Ça peut être pas mal parce que si vous vous posez maintenant la question de vous dire mais est-ce que moi ma stratégie est viable, est-ce que je peux gagner de l'argent, est-ce que je peux la vendre et à qui, il est important de savoir quand même combien ça va vous coûter. Donc là je vous ai fait un petit tableau Excel qui va vous permettre, je dirais, en fonction, donc certificat ici, found, bon ça special offer c'est pour les offres spéciales, ça dépend de certaines choses on va dire. Voilà, le certificat, on va commencer par le certificat d'investissement. Donc on va pas forcément prendre vous présenter tous les trucs, mais voilà, setup fee, c'est tout simplement les frais d'initiation, sécurisation de plateforme, là, donc la société de titrisation, l'administration du fonds, la banque dépositaire, les auditeurs, la stock exchange, on pourrait être coté, les coûts annuels, etc., etc. Les coûts au cas où vous n'étiez amené à ne pas collecter sur votre fonds, ça existe. Bon, sachez que tout ça on peut le faire, on peut le modifier évidemment. Donc simplement pour que vous puissiez avoir une idée, sur une base aujourd'hui de 5 millions d'euros. Pour 5 millions d'euros d'encours, c'est peut-être beaucoup, peut-être que certains ont moins, mais pour 5 millions d'euros d'encours, ça vous coûte à peu près 1,52% par an. La première année, puisqu'il y a beaucoup de frais qu'on appelle one-off en une seule fois, notamment auprès de la CSSF, et ça vous coûte après 0,77% de l'encours derrière. Donc la première année sur 5 millions, ça fait 1,52%, et sur 0,77, et sur la deuxième année, ça vous fait tout simplement 0,77. Si on change un peu les chiffres et qu'on passe à 10 millions, on va s'apercevoir effectivement que ça devient beaucoup moins cher. Il est bon de considérer aussi que cette offre-là ne tient pas compte des frais de distribution, c'est-à-dire que vous pouvez aussi rémunérer des apporteurs d'affaires, et je vous le conseille, pour, je dirais, commercialiser votre offre beaucoup plus facilement. Voilà un petit peu pour les frais qui sont courants. Bon, on pourra après dans les questions, ou peut-être plus tard lors d'une deuxième intervention, on verra, détailler les frais, pourquoi ils sont là, et je dirais, il n'y a pas de négociation, quelques négociations possibles, mais voilà. Aujourd'hui, ce sont les frais que l'on vous présente. Là, si je passe sur un compartiment de SICAV, bon, vous voyez que c'est quand même avec UCITS un petit peu plus important en termes de frais, hein, déjà. Si je me base sur une base de 5 millions, puisqu'on est aux alentours de 2,119%, d'accord. Donc c'est relativement plus important, mais c'est pour une base de 5 millions d'euros. Bon, je vais vous le rendre, voilà, il faut quand même avoir dans l'idée que ça fait quand même des frais, et que, bon, avec un tel produit, vous pouvez quand même être accessible dans des contrats d'assurance vie, par exemple, et donc si vous développez votre réseau, les 5 millions d'euros peuvent vraiment arriver rapidement. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, la collecte de nos produits a environ fait 20 millions en 2 mois, notamment liés à ces contrats d'assurance vie. Donc, si on a la bonne stratégie, qu'on la market bien, ces frais-là sont vraiment après, je dirais, des frais qui sont qu'on peut éviter assez facilement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il faut aussi se projeter sur une base de 20 millions d'euros, hop là, c'est quand même beaucoup plus faible, hein, donc ça vous laisse un petit peu de marge pour votre stratégie. Voilà. Je vois que le temps passe, pardonnez-moi. Je vais très rapidement vous présenter la dernière. Ah oui, c'est-à-dire oui, quels sont les coûts, mais aussi quels sont les gains, hein, que l'on peut espérer. Évidemment, les gains sont très importants. Bon, la SICAV, dans le cas d'une SICAV ou d'un compartiment de SICAV, vous allez pouvoir prendre des management fees, donc c'est-à-dire dans le cadre des frais de gestion, vous allez pouvoir appliquer un markup dans la gestion, des performance fees d'un maximum de 35%, c'est important.
C'est très important même pour les fonds, donc voilà, 35%. Et des distribution fees qui peuvent osciller entre 1 et 1,5%. Si on prend tous ces frais mis bout à bout, on voit qu'effectivement, pour peu que vous fassiez un petit peu de gain, du 5 ou du 10% par an, que vous maîtrisiez un bon réseau de commercialisation et que vous preniez un peu de management fees, ce sont effectivement des produits qui vont vous permettre d'aller chercher beaucoup de rémunération. Le certificat d'investissement, lui, très simplement, on n'est pas obligé de prendre 35%, on peut tout simplement déterminer dans le certificat qu'au-delà de, par exemple comme sur une oblige, on sort un intérêt de 4% par an, tout ce qui est au-delà de cet intérêt-là, je le garde. Ça, c'est une possibilité et c'est élaboré dans le cadre du prospectus. On n'a pas l'occasion de parler de toutes les étapes, mais voilà, d'abord on établit un document d'initiation qu'on pourra vous montrer une prochaine fois, la stratégie, etc., les fees, les comités d'investissement, etc., avec la société de gestion, la société de titrisation. Et donc voilà, après vous allez pouvoir appliquer votre grille de rémunération. Dernière chose, c'est important parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas les régulations qui sont nécessaires. Aujourd'hui, on sait que ce sont des grosses problématiques. Les régulations, aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut créer un fonds d'investissement sans forcément avoir de licence, tout simplement par un mécanisme d'umbrella avec une société de gestion déjà existante qui peut, par le biais d'un contrat de consultant, vous dédier une partie de la gestion d'une classe d'actifs ou d'un fonds. Moyennant évidemment certains critères bien sûr, mais donc en attendant de posséder les licences nécessaires, puisque c'est pendant une certaine période, il est possible de démarrer dans le cadre d'une umbrella avec une société de gestion disposant des autorisations adéquates. Sachez qu'on peut proposer ce type de solution, donc voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas une société de gestion de portefeuille aujourd'hui, pas parce que vous n'êtes passif, etc., que vous ne pouvez pas accéder à ce type de fonds. Il est bien évident qu'il y aura des contraintes et que vous serez dans l'obligation à un moment donné de passer, d'avoir des licences. Mais sachez qu'aujourd'hui l'industrie vous permet d'avoir accès à ce type de fonds, à ce type de structure, avec peu de moyens en définitive et avec assez de facilité en définitive. Voilà. J'espère que cette intervention vous aura plu. Je pense qu'on va peut-être pouvoir répondre à quelques questions le cas échéant si vous en avez. Ok. Alors, comment créer une banque? Alors, écoutez, simplement, pour parler de l'imposition, alors je crois que je fais comme ça. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, fiscalement, donc pour répondre à votre question, la plupart des outils, la plupart des structures d'investissement sont neutres fiscalement. En tout cas au Luxembourg, le certificat d'investissement n'est pas imposé sur ses gains. Alors après, oui, vos clients seront imposés, ça c'est une évidence. Et vous, dans le cadre de la rémunération que vous allez percevoir aussi, donc ça va dépendre de l'endroit où vous résidez. Enfin après, je dirais c'est de la fiscalité sur le revenu assez classique, enfin sur l'entreprise et sur le revenu. Mais la plupart des outils, des structures que je vous ai présentées, des véhicules, sont neutres fiscalement, c'est-à-dire qu'eux ne paient pas d'impôt directement. Voilà. Pour répondre à cette question, quel est le montant idéal à investir pour la création d'un fonds? Je pense qu'on a abordé cette question tout à l'heure, donc il y a des frais one-off mais qui vous sont remboursés. On voit qu'après, par rapport aux frais de fonctionnement, on peut commencer à se poser la question, la question à partir de, pour moi, 2 millions d'euros, 2 millions et demi sur un certificat d'investissement et à partir de 2-3 millions sur un subfund. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais qui sont quand même conséquents. Alors peut-être que vous avez des actifs ou une gestion qui rapporte énormément d'argent et dans ce cas-là ce ne sera pas une problématique, mais il faut quand même bien se mettre en tête que ces frais sont mensuels, que donc l'aspect gestion, c'est peut-être pas la même manière que quand on gère un portefeuille comme ça. On a des frais qui tombent, il y a une société, donc tous les mois il faut les payer et donc c'est prélevé directement sur le fonds. Concrètement parlant, comment trouver des clients pour créer un fonds? C'est la question que je vous ai posée, c'est ce qu'on a abordé donc dans le premier temps, c'est-à-dire le choix de votre stratégie va vraiment être déterminant. La connaissance du marché, le choix de votre stratégie va être vraiment déterminant. Vous pouvez vous rapprocher de nous, vous aurez vos coordonnées, etc. pour un business plan. Mais voilà, je dirais les clients, vous allez les trouver relativement facilement si vous avez une bonne stratégie. Si votre stratégie, elle est intéressante, qu'elle est un peu innovante, aujourd'hui, dites-vous que le marché, c'est très important de le connaître, de la gestion d'actifs en France, on a plus de 1500 milliards sur des fonds euros qui ne rapportent plus rien, notamment dans le cas des contrats d'assurance. Les Français aujourd'hui se disent quoi? Je suis sur des actions, c'est très volatile. Et ils sont, je dirais, en demande de produits alternatifs
qui dispose d'un couple rendement-risque intéressant. À partir de là, vous allez pouvoir trouver assez facilement des intermédiaires de vente, des gestionnaires de patrimoine, des contrats, des assureurs assez accessibles qui vont croire en vous à la condition que votre stratégie soit bien marketée, qu'elle soit bien positionnée, que vous ayez fait un bon business plan. Vous pouvez très rapidement aller chercher, je vous dis, 2, 3, 4, 5 millions d'euros à travers ces CGP et la confiance qu'ils vont vous apporter. Pour répondre à cette question, je pense qu'on y a déjà répondu. Combien de temps, Combien de temps? Concrètement, à partir du moment où on initie un fonds, au Luxembourg en tout cas, je vous parle de nous, de ce que l'on fait évidemment, on crée un fonds à partir de 6 à 8 semaines. Donc 6 à 8 semaines, voilà, 6 à 8 semaines, vous pouvez avoir votre fonds clé en main. Il suffit après de le passeporter. Il faut savoir que le passeporter, ça peut prendre un mois, si vous voulez le vendre en France notamment. Mais les fonds que l'on peut créer sont déjà accessibles au Luxembourg et en Allemagne. Si vous voulez le passeporter dans n'importe quel autre pays européen, ça prend un mois et c'est une démarche qui est automatique. Donc dites-vous bien que voilà, ça va beaucoup plus vite que dans certains autres pays. En tout cas, le Luxembourg va très rapidement pour la création d'un fonds. Quel est le minimum de capital pour un fonds FX? Encore une fois, c'est peu importe. Je dirais peu importe les actifs que vous gérez. Ce qui est important, c'est quel est le rendement que vous espérez, que vous savez pouvoir faire pour pouvoir payer les frais qui sont inhérents à la création d'un fonds. On l'a vu, 5 millions d'euros vous coûte à peu près, on est sur une base de 2% annuel, c'est-à-dire aux alentours de 100 000 euros. Voilà. Il faut pouvoir avoir, je dirais, si j'ai 2,5 millions, il faut pouvoir avoir, ou 1 million, il faut pouvoir générer 4,5 de performance au minimum pour payer les frais courants. Donc on voit qu'il faut quand même un petit peu d'argent. Je sais que c'est une somme importante. 1 million d'euros, c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais dites-vous bien que par rapport à la question précédente, si vous avez la bonne stratégie et que vous étudiez bien votre business plan, que vous entourez des bonnes personnes, cet argent-là est accessible très très rapidement. Aujourd'hui, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, beaucoup d'intermédiaires financiers cherchent des solutions innovantes. Alors sur cette question, bien évidemment, bonjour et merci de votre expérience. Ok, commercial important pour trouver de nouveaux clients, c'est fondamental. C'est fondamental. Je vous dirais même, peu importe que vous soyez un bon gérant, très bon gérant, évidemment il faut gagner de l'argent, mais là ici on ne parle pas d'avoir le meilleur gérant du monde. Ce qui va faire que vous allez pouvoir créer votre fonds et le véhiculer, c'est ni plus ni moins que l'histoire que vous allez raconter. La stratégie que vous avez et votre positionnement par rapport au marché. Le marché, vous savez ce qu'il attend aujourd'hui. Je vous ai montré certains éléments de manière très rapide, mais vous savez ce qu'attend le marché aujourd'hui. Ce sont des solutions un peu innovantes qui sont capables de générer du gain sans forcément avoir une part de risque trop importante. Et dans la mesure où vous avez cette stratégie, qu'elle est bien mise en place et que surtout vous l'expliquez bien, vous avez eu Patrice qui est mon partenaire, on voit l'aspect pédagogie. L'aspect pédagogie est très important. Les clients ont besoin de savoir ce que vous faites, pas forcément en voyant des graphiques. Ils ont besoin de connaître l'environnement dans lequel vous évoluez, votre stratégie. Et à partir du moment où ils vont la comprendre, ils vont forcément vous suivre. Donc un aspect commercial qui est primordial et l'accès au marché. Choisissez bien votre véhicule en fonction de là où vous voulez le vendre. Si ce sont des contrats d'assurance, plutôt aller vers du UCIT, vers du PEA, plutôt vers un certificat d'investissement sous forme action. Voilà, il faut cibler, je dirais, là ce que les gens achètent. Les institutionnels, c'est difficile de les avoir au tout départ. Ils ont besoin d'un track record en réel avec un minimum d'encours, mais les clients retail, ils peuvent vous faire confiance sur des tickets moyens de 10, 100, 200 000 euros. Voilà, je pense qu'il va falloir terminer, c'est un plaisir pour ma première, donc voilà, il y en aura certainement d'autres, mais je voulais vous remercier et vous dire à très bientôt. J'espère que n'hésitez pas, on vous transmettra nos coordonnées si vous avez des questions, que vous voulez créer des fonds. Nous pouvons vous y aider. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir. Alors merci beaucoup Rémi Lalagu, directeur général de Rochambeau Global Economics, qui concrètement vous a donné toutes les étapes de A à Z pour la création d'un fonds. C'est vrai que ça a été vraiment riche et varié. En tout cas, vous en savez davantage sur les questions, les caractéristiques, où créer son fonds, quel est le montant de capital, etc. Cette vidéo, elle a été enregistrée. Vous aurez la possibilité de la revisionner sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Donc merci Rémi Lalagu. À bientôt. Alors prochain invité, je vais recevoir dans moins de 2 minutes Monsieur David Lévy. David Lévy, il est chargé de la coordination des opérations chez Hoche Capital Invest. David Lévy va concrètement vous donner une checklist
d'un trader professionnel avant d'envisager une position sur le marché des changes. Et la présentation démarre donc dans 1 minute. Merci à toutes et à tous.